Sur 20 ans de pouvoir, j'en ai passé 12 sans domicile fixe. J'occupais à tour de rôle les palais des marchands d'Asie, les sages maisons grecques, les belles villas munies de bains et de calorifères des résidents romains de la Gaule, les huttes ou les fermes. La tente légère, l'architecture de toile et de cordes était encore la préférée. Les navires n'étaient pas moins variés que les logis terrestres. J'eus le mien pourvu d'un gymnase et d'une bibliothèque, mais je me défiais trop de toute fixité pour m'attacher à aucune demeure, même mouvante. La barque de plaisance d'un millionnaire syrien, les vaisseaux de haut bord de la flotte ou le caïque d'un pêcheur grec convenaient tout aussi bien. Le seul luxe était la vitesse et tout ce qui la favorise. Les meilleurs chevaux, les voitures les mieux suspendues, les bagages les moins encombrants, les vêtements et les accessoires les mieux appropriés au climat. Mais la grande ressource était avant tout l'état parfait du corps. Une marche forcée de 20 lieues n'était rien. Une nuit sans sommeil n'était considérée que comme une invitation à penser. Peu d'hommes aiment longtemps le voyage, ce bris perpétuel de toutes les habitudes, cette secousse sans cesse donnée à tous les préjugés. Mais je travaillais à n'avoir nul préjugé et peu d'habitude. J'appréciais la profondeur délicieuse des lits, mais aussi le contact et l'odeur de la terre nue, les inégalités de chaque segment de la circonférence du monde. J'étais fait à la variété des nourritures, gruau britannique ou pastèque africaine. Il m'arriva un jour de goûter au gibier à demi pourri qui fait les délices de certaines peuplades germaniques. J'en vomis, mais l'expérience fut tentée. Fort décidé dans mes préférences en amour, je craignais même là les routines. Ma suite bornée à l'indispensable ou à l'exquis m'isolait peu du reste du monde. Je veillais à ce que mes mouvements restassent libres, mon abord facile. Les provinces, ces grandes unités officielles dont j'avais moi-même choisi les emblèmes, la Britannia sur son siège de rocher ou la Dacie et son cimeterre, se dissociaient en forêts dont j'avais cherché l'ombre, en puits où j'avais bu, en individus rencontrés au hasard des haltes, en visages connus, parfois aimés. Je connaissais chaque mille de nos routes, le plus beau don peut-être que Rome ait fait à la terre. Mais le moment inoubliable était celui où la route s'arrêtait au flanc d'une montagne, où l'on se hissait de crevasse en crevasse, de bloc en bloc, pour assister à l'aurore du haut d'un pic des Pyrénées ou des Alpes. Quelques hommes avant moi avaient parcouru la terre. Pythagore, Platon, une douzaine de sages et bon nombre d'aventuriers. Pour la première fois, le voyageur était en même temps le maître, pleinement libre de voir, de réformer, de créer. C'était ma chance, et je me rendais compte que des siècles peut-être passeraient avant que se reproduisit cet heureux accord d'une fonction, d'un tempérament, d'un monde. Et c'est alors que je m'aperçus de l'avantage qu'il y a à être un homme nouveau et un homme seul, fort peu marié, sans enfant, presque sans ancêtre, Ulysse sans autre Ithaque qu'intérieur. Il faut faire ici un aveu que je n'ai fait à personne. Je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir complètement à aucun lieu, pas même à mon Athènes bien-aimée, pas même à Rome. Étranger partout, je ne me sentais particulièrement isolée nulle part. J'exerçais en cours de route les différentes professions dont se compose le métier d'empereur. J'endossais la vie militaire comme un vêtement devenu commode à force d'avoir été porté. Je me remettais sans peine à parler le langage des camps, ce latin déformé par la pression des langues barbares, semé de jurons rituels et de plaisanteries faciles. Je me réhabituais à l'encombrant équipement des jours de manœuvre, à ce changement d'équilibre que produit dans tout le corps la présence au bras gauche du lourd bouclier. Le long métier de comptable m'astreignait partout davantage, qu'il s'agit d'apurer les comptes de la province d'Asie ou ceux d'une petite bourgade britannique endettée par l'érection d'un établissement thermal. J'ai déjà parlé du métier de juge. Des similitudes tirées d'autres emplois me venaient à l'esprit. Je pensais au médecin ambulant guérissant les gens de porte en porte, à l'ouvrier de la voirie appelé pour réparer une chaussée ou ressouder une conduite d'eau, au surveillant qui court d'un bout à l'autre du banc des navires, encourageant les rameurs, mais utilisant son fouet le moins possible. Et aujourd'hui, sur les terrasses de la villa, regardant les esclaves émonder les branches ou sarcler les plates-bandes, je pense surtout aux sages va-et-vient du jardinier. Les artisans que j'emmenais dans mes tournées me causèrent peu de soucis. Leur goût du voyage égalait le mien. Mais j'eus des difficultés avec les hommes de lettres. L'indispensable Flégon a des défauts de vieille femme, mais c'est le seul secrétaire qui ait résisté à l'usage. Il est encore là. Le poète Florus, à qui j'offris un secrétariat en langue latine, s'écria partout qu'il n'aurait pas voulu être César et avoir à supporter les froids sites et les pluies bretonnes. Les longues randonnées à pied ne lui disaient rien non plus. De mon côté, je lui laissais volontiers les délices de la vie littéraire romaine, les tavernes où l'on se rencontre pour échanger chaque soir les mêmes bons mots et se faire fraternellement piquer des mêmes moustiques.
J'avais donné à Suétone la place de curateur des archives qui lui permit d'accéder aux documents secrets dont il avait besoin pour ses biographies de César. Cet habile homme, si bien surnommé Tranquillus, n'était concevable qu'à l'intérieur d'une bibliothèque. Il resta à Rome, où il devint l'un des familiers de ma femme, un membre de ce petit cercle de conservateurs mécontents qui se réunissaient chez elle pour critiquer le train dont va le monde. Ce groupe me plaisait peu. Je fis mettre à la retraite Tranquillus qui s'en alla dans sa maisonnette des Monts Sabins rêver en paix au vice de Tibère. Favorinus d'Arles eut quelque temps un secrétariat grec. Ce nain à voix flûtée n'était pas dépourvu de finesse. C'était un des esprits les plus faux que j'ai rencontrés. Nous nous disputions, mais son érudition m'enchantait. Je m'amusais de son hypocondrie qui le faisait s'occuper de sa santé comme un amant d'une maîtresse aimée. Son serviteur hindou lui préparait du riz venu à grands frais d'Orient. Par malheur, ce cuisinier exotique parlait fort mal le grec et fort peu en aucune langue. Il ne m'apprit rien sur les merveilles de son pays natal. Favorinus se flattait d'avoir accompli dans sa vie 3 choses assez rares. Gaulois, il s'était hellénisé mieux que personne. Homme de peu, il se querellait sans cesse avec l'empereur et ne s'en portait pas plus mal pour cela. Singularité qui d'ailleurs était tout à mon crédit. Impuissant, il payait continuellement l'amende pour adultère. Et il est vrai que ces admiratrices de province lui créaient des ennuis dont j'eus plus d'une fois le tiré. Je m'en lassai, et Eudémon prit sa place. Mais dans l'ensemble, j'ai été étrangement bien servi. Le respect de ce petit groupe d'amis et d'employés a survécu, les dieux savent comment, à l'intimité brutale des voyages. Leur discrétion était plus étonnante encore, si possible, que leur fidélité. Les Suétones de l'avenir auront fort peu d'anecdotes à récolter sur moi. Ce que le public sait de ma vie, je l'ai révélé moi-même. Mes amis m'ont gardé mes secrets, les politiques et les autres. Il est juste de dire que j'en fis souvent autant pour eux. Construire, c'est collaborer avec la terre. C'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. C'est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes. Que de soins pour trouver l'emplacement exact d'un pont ou d'une fontaine, pour donner à une route de montagne cette courbe la plus économique qui est en même temps la plus pure. L'élargissement de la route de Mégare transformait le paysage des roches skyroniennes. Les quelques 2000 stades de voies dallées munis de citernes et de postes militaires qui unissent Antinoé à la mer Rouge faisaient succéder au désert l'ère de la sécurité à celle du danger. Ce n'était pas trop de tout le revenu de 500 villes d'Asie pour construire un système d'aqueduc en Troade. L'aqueduc de Carthage repayait en quelque sorte les duretés des guerres puniques. Élever des fortifications était en somme la même chose que construire des digues. C'était trouver la ligne sur laquelle une berge ou un empire peut être défendu, le point où l'assaut des vagues ou celui des barbares sera contenu, arrêté, brisé. Creuser des ports, c'était féconder la beauté des golfs. Fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics, amasser des réserves contre un hiver de l'esprit qu'à certains signes, malgré moi, je vois venir. J'ai beaucoup reconstruit. C'est collaborer avec le temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l'esprit, lui servir de relais vers un plus long avenir. C'est retrouver sous les pierres le secret des sources. Notre vie est brève. Nous parlons sans cesse des siècles qui précèdent ou qui suivent le nôtre, comme s'ils nous étaient totalement étrangers. J'y touchais pourtant dans mes jeux avec la pierre. Ces murs que j'étais sont encore chauds du contact de corps disparus. Des mains qui n'existent pas encore caresseront ces fûts de colonnes. Plus j'ai médité sur ma mort et surtout sur celle d'un autre, plus j'ai essayé d'ajouter à nos vies ces rallonges presque indestructibles. À Rome, j'utilisais de préférence la brique éternelle, qui ne retourne que très lentement à la terre dont elle est née, et dont le tassement ou l'effritement imperceptible se fait de telle manière que l'édifice reste montagne alors même qu'il a cessé d'être visiblement une forteresse, un cirque ou une tombe. En Grèce, en Asie, j'employais le marbre natal, la belle substance qui, une fois taillée, demeure fidèle à la mesure humaine, si bien que le plan du temple tout entier reste contenu dans chaque fragment de tambour brisé. L'architecture est riche de possibilités plus variées que ne le feraient croire les 4 ordres de Vitruve. Nos blocs, comme nos tons musicaux, sont susceptibles de regroupements infinis. Je suis remontée pour le Panthéon à la vieille Étrurie des devins et des aruspices. Le sanctuaire de Vénus, au contraire, arrondit au soleil des formes ioniennes, des profusions des colonnes blanches et roses autour de la déesse de chair d'où sortit la race de César. L'Olympéion d'Athènes se devait d'être l'exact contrepoids du Parthénon, étalé dans la plaine comme l'autre s'érige sur la colline, immense où l'autre est parfait. L'ardeur au genou du calme, la splendeur au pied de la beauté. Les chapelles d'Antinous et ses temples, chambres magiques, monuments d'un mystérieux passage entre la vie et la mort, oratoire d'une douleur et d'un bonheur étouffant,
était le lieu de la prière et de la réapparition. Je m'y livrais à mon deuil. Mon tombeau sur la rive du Tibre reproduit à une échelle gigantesque les antiques tombes de la voie appienne, mais ses proportions même le transforment, font songer à Ctésiphon, à Babylone, aux terrasses et aux tours par lesquelles l'homme se rapproche des astres. L'Égypte funéraire a ordonné les obélisques et les allées de sphinx du cénotaphe qui imposent à une Rome vaguement hostile la mémoire de l'ami jamais assez pleuré. La villa était la tombe des voyages, le dernier campement du nomade, l'équivalent construit en marbre des tentes et des pavillons des princes d'Asie. Presque tout ce que notre goût accepte de tenter le fut déjà dans le monde des formes. Je passais celui de la couleur. Le jaspe vert, comme les profondeurs marines, le porphyre grenu comme la chair, le basalte, la morne obsidienne, le rouge dense des tentures s'ornées de broderies de plus en plus savantes. Les mosaïques des pavements ou des murailles n'étaient jamais assez mordorées, assez blanches ou assez sombres. Chaque pierre était l'étrange concrétion d'une volonté, d'une mémoire, parfois d'un défi. Chaque édifice était le plan d'un songe. Plotinopolis, Andrinople, Antinoé, Adrianothère, j'ai multiplié le plus possible ces ruches de l'abeille humaine. Le plombier et le maçon, l'ingénieur et l'architecte président à ces naissances de villes. L'opération exige aussi certains dons de sourcier. Dans un monde encore plus qu'à demi dominé par les bois, le désert, la plaine en friche, c'est un beau spectacle qu'une rue d'allée, un temple à n'importe quel dieu, des bains et des latrines publiques, la boutique où le barbier discute avec ses clients, les nouvelles de Rome, une échoppe de pâtissier, de marchand de sandales, peut-être de libraire, une enseigne de médecin, un théâtre où l'on joue de temps en temps une pièce de Terence. Nos délicats se plaignent de l'uniformité de nos villes. Ils souffrent d'y rencontrer partout la même statue d'empereur et la même conduite d'eau. Ils ont tort. La beauté de Nîmes diffère de celle d'Arles. Mais cette uniformité même, retrouvée sur 3 continents, contemple le voyageur comme celle d'une borne milliaire. Les plus triviales de nos cités ont encore leur prestige rassurant de relais, de postes ou d'abris. La ville, le cadre, la construction humaine, monotone si l'on veut, mais comme sont monotones les cellules de cire bourrées de miel. Le lieu des contacts et des échanges, l'endroit où les paysans viennent pour vendre leurs produits et s'attardent pour regarder bouche bée les peintures d'une portique. Mes villes naissaient de rencontres. La mienne avec un coin de terre, celle de mes plans d'empereur avec les incidents de ma vie d'homme. Plotinopolis est due au besoin d'établir en trace de nouveaux comptoirs agricoles, mais aussi au tendre désir d'honorer Plotine. Adrianothère est destiné à servir d'emporium aux forestiers d'Asie mineure. Ce fut d'abord pour moi la retraite d'été, la forêt giboyeuse, le pavillon de troncs et caries au pied de la colline d'Atis, le torrent couronné d'écume où l'on se baigne chaque matin. Adrianople en Épire rouvre un centre urbain au sein d'une province appauvrie. Elle sort d'une visite au sanctuaire de Dodone. Andrinople, ville paysanne et militaire, centre stratégique à l'orée des régions barbares, est peuplée de vétérans des guerres sarmates. Je connais personnellement le fort et le faible de chacun de ces hommes, leurs noms, le nombre de leurs années de service et de leurs blessures. Antinoé, la plus chère, née sur l'emplacement du malheur, est comprimée sur une étroite bande de terre aride entre le fleuve et le rocher. Je n'en tenais que plus à l'enrichir d'autres ressources, le commerce de l'Inde, les transports fluviaux, les grâces savantes d'une métropole grecque. Il n'y a pas de lieu sur terre que je désire moins revoir. Il y en a peu auxquels j'ai consacré plus de soins. Cette ville est un perpétuel péristyle. Je corresponds avec Fidus Aquila, son gouverneur, au sujet des propylées de son temple, des statues de son arche. J'ai choisi les noms de ses blocs urbains et de ses dèmes, symboles apparents et secrets, catalogue très complet de mes souvenirs. J'ai tracé moi-même le plan des colonnades corinthiennes qui répondent le long des berges à l'alignement régulier des palmes. J'ai 1000 fois parcouru en pensée ce quadrilatère presque parfait, coupé de rues parallèles, scindé en 2 par une avenue triomphale qui va d'un théâtre grec à un tombeau. Nous sommes encombrés de statues, gorgés de délices peintes ou sculptées, mais cette abondance fait illusion. Nous reproduisons inlassablement quelques douzaines de chefs-d'œuvre que nous ne serions plus capables d'inventer. Moi aussi, j'ai fait copier pour la villa l'Hermaphrodite et le Centaure, la Niobide et la Vénus. J'ai tenu à vivre le plus possible au milieu de ces mélodies de forme. J'encourageais les expériences avec le passé, un archaïsme savant qui retrouve le sens d'intention et de technique perdues.
Je tentais ces variations qui consistent à transcrire en marbre rouge un Marsyas écorché de marbre blanc, le ramenant ainsi au monde des figures peintes, ou à transposer dans le ton du paros le grain noir des statues d'Égypte, à changer l'idole en fantôme. Notre art est parfait, c'est-à-dire accompli, mais sa perfection est susceptible de modulations aussi variées que celle d'une voix pure. À nous de jouer ce jeu habile qui consiste à se rapprocher ou à s'éloigner perpétuellement de cette solution trouvée une fois pour toutes, d'aller jusqu'au bout de la rigueur ou de l'excès, d'enfermer d'innombrables constructions nouvelles à l'intérieur de cette belle sphère. Il y a avantage à avoir derrière soi 1000 points de comparaison, à pouvoir à son gré continuer intelligemment Scopas ou contredire voluptueusement Praxitèle. Mes contacts avec les arts barbares m'ont fait croire que chaque race se limite à certains sujets, à certains modes parmi les modes possibles. Chaque époque opère encore un tri parmi les possibilités offertes à chaque race. J'ai vu en Égypte des dieux et des rois colossaux. J'ai trouvé au poignet des prisonniers sarmates des bracelets qui répètent à l'infini le même cheval au galop, ou les mêmes serpents se dévorant l'un l'autre. Mais notre art, j'entends celui des Grecs, a choisi de s'en tenir à l'homme. Nous seuls avons su montrer dans un corps immobile la force et l'agilité latentes. Nous seuls avons fait d'un front lisse l'équivalent d'une pensée sage. Je suis comme nos sculpteurs, l'humain me satisfait. J'y trouve tout, jusqu'à l'éternel. La forêt tant aimée se ramasse pour moi tout entière dans l'image du centaure. La tempête ne respire jamais mieux que dans l'écharpe ballonnée d'une déesse marine. Les objets naturels, les emblèmes sacrés ne valent qu'alourdis d'associations humaines. La pomme de pin phallique et funèbre, la vasque aux colombes qui suggère la sieste au bord des fontaines, le griffon qui emporte le bien-aimé au ciel. L'art du portrait m'intéressait peu. Nos portraits romains n'ont qu'une valeur de chronique, copie marquée de rides exactes ou de verrues uniques, des calques de modèles qu'on coudoie distraitement dans la vie et qu'on oublie sitôt mort. Les Grecs, au contraire, ont aimé la perfection humaine au point de se soucier assez peu du visage varié des hommes. Je ne jetai qu'un coup d'œil à ma propre image, cette figure basanée, dénaturée par la blancheur du marbre, ces yeux grands ouverts, cette bouche mince et pourtant charnue, contrôlée jusqu'à trembler. Mais le visage d'un autre m'a préoccupé davantage. Sitôt qu'il compta dans ma vie, l'art cessa d'être un luxe, devint une ressource, une forme de secours. J'ai imposé au monde cette image. Il existe aujourd'hui plus de portraits de cet enfant que de n'importe quel homme illustre, de n'importe quelle reine. J'eus d'abord à cœur de faire enregistrer par la statuaire la beauté successive d'une forme qui change. L'art devint ensuite une sorte d'opération magique, capable d'évoquer un visage perdu. Les effigies colossales semblaient un moyen d'exprimer ces vraies proportions que l'amour donne aux êtres. Ces images, je les voulais énormes, comme une figure vue de tout près, haute et solennelle comme les visions et les apparitions du cauchemar, pesante comme les restés se souvenir. Je réclamais un fini parfait, une perfection pure, ce Dieu qui est pour ceux qui l'ont aimé tout être mort à 20 ans et aussi la ressemblance exacte, la présence familière, chaque irrégularité d'un visage plus cher que la beauté. Que de discussions pour maintenir la ligne épaisse d'un sourcil, la rondeur un peu tuméfiée d'une lèvre. Je comptais désespérément sur l'éternité de la pierre, la fidélité du bronze, pour perpétuer un corps périssable ou déjà détruit. Mais j'insistais aussi pour que le marbre, oint chaque jour d'un mélange d'huile et d'acide, prît le poli et presque le moelleux d'une chair jeune. Ce visage unique, je le retrouvais partout. J'amalguais les personnes divines, les sexes et les attributs éternels, la dure Diane des forêts ou Bacchus mélancolique, l'Hermès vigoureux des palestres au dieu double qui dort la tête contre le bras dans un désordre de fleurs. Je constatais à quel point un jeune homme qui pense ressemble à la virile Athéna. Mes sculpteurs s'y perdaient un peu, les plus médiocres tombaient çà et là dans la mollesse ou dans l'emphase. Tous pourtant prenaient plus ou moins part au songe. Il y a les statues et les peintures du jeune vivant, celles qui reflètent ce paysage immense et changeant qui va de la 15e à la 20e année. Le profil sérieux de l'enfant sage, cette statue où un sculpteur de Corinthe a osé garder le laisser-aller du jeune garçon qui bombe le ventre en effaçant les épaules, la main sur la hanche comme s'il surveillait au coin d'une rue une partie de dés. Il y a ce marbre où Papias d'Aphrodisia a tracé un corps plus que nu, désarmé d'une fraîcheur fragile de narcisse. Et Aristéas a sculpté sous mes ordres dans une pierre un peu rugueuse cette petite tête impérieuse et fière.
Il y a les portraits d'après la mort et où la mort a passé, ces grands visages aux lèvres savantes chargés de secrets qui ne sont plus les miens, parce que ce ne sont plus ceux de la vie. Il y a ce bas-relief où le carien Antonianos a doué d'une grâce élyséenne le vendangeur vêtu de soie grège et le museau amical du chien pressé contre une jambe nue. Et ce masque presque intolérable, œuvre d'un sculpteur de sirène où le plaisir et la douleur fusent et s'entrechoquent sur ce même visage comme deux vagues sur un même rocher. Et ces petites statuettes d'argile à un sou qui ont servi à la propagande impériale. Tellus stabilata. Le génie de la terre pacifiée, sous l'aspect d'un jeune homme couché qui tient des fruits et des fleurs. Trahit sua quemque voluptas. À chacun sa pente, à chacun aussi son but, son ambition si l'on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voulais que les villes fussent splendides, aérées et arrosées d'eau claire, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fût détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière. Que les écoliers récitassent d'une voix juste des leçons point ineptes, que les femmes au foyer eussent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant, que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorants des jeux ni des arts, que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche. Que le plus humble voyageur pût errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture. Que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières. Que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers, les temples. Que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages. Que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal modeste, en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou féroces. Une chance heureuse m'a permis de le réaliser partiellement durant ce dernier quart de siècle. Arien de Nicomédie, un des meilleurs esprits de ce temps, aime à me rappeler les beaux vers où le vieux Terpendre a défini en 3 mots l'idéal spartiate, le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l'atteindre. La force, la justice, les muses. La force était à la base, rigueur sans laquelle il n'est pas de beauté, fermeté sans laquelle il n'est pas de justice. La justice était l'équilibre des parties, l'ensemble des proportions harmonieuses que ne doit compromettre aucun excès. Force et justice n'étaient qu'un instrument bien accordé entre les mains des muses. Toute misère, toute brutalité était à interdire, comme autant d'insultes au beau corps de l'humanité. Toute iniquité était une fausse note à éviter dans l'harmonie des sphères.